Bonjour, merci, merci à tous, merci pour cette invitation. C'est un honneur, c'est aussi un plaisir de parler avec vous quelques minutes de ce thème des marketeurs qui osent. Franchement, je trouve qu'il est hyper bien choisi, inspirant et fait écho à une partie de la transformation qu'on a démarrée il y a 18 mois chez Danone. Oser, c'est un mélange d'abord d'humilité, la capacité à regarder les évolutions de la société en face, les yeux dans les yeux. Évidemment, il faut un peu de vision pour savoir où on veut aller, un peu d'audace pour sauter dans l'eau. L'humilité, c'est, quand je dis regarder les choses en face, c'est être capable donc de se remettre en cause et au fond de se dire qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment une conviction. Je pense qu'on n'a pas le choix, et ce qui a sans doute prévalu à la décision des dirigeants de Danone de recréer cette fonction transversale marketing pour toutes les catégories du groupe et pour les 150 pays du groupe après 10 ans. On n'avait pas de CMO. Donc j'ai recréé cette fonction et l'obsession ou la mission de mon équipe, c'est justement ça. D'oser repenser, en tout cas pour nous chez Danone, réinventer le marketing chez Danone. Donc c'est ce que je vais vous raconter. Vous verrez, il n'y a pas de leçon parce qu'on est au début du voyage, mais c'est un partage d'expérience. Voilà, et j'espère que ça vous intéressera. Le voyage a démarré vraiment d'abord avec une prise de conscience et pas la conscience simplement des changements qui impactent nos marques, donc l'explosion des points de contact, la digitalisation de nos opérations, l'explosion des données, plutôt une mutation qui est portée, nourrie, permise par ces changements. Et nous, on la regarde comme une bascule de pouvoir. On la voit vraiment comme une bascule de pouvoir vers les gens. Ça veut dire une bascule de pouvoir des grandes corporations, des grandes entreprises, des gouvernements, des experts, des sachants, des gens puissants, vers les gens. Et en fait, l'idée, c'est que l'idée ou le double phénomène auquel on croit ou qu'on voit ou qu'on ressent, c'est un premier phénomène qui est ce désir fou des gens, de chacun d'entre nous. Quand je dis les gens, c'est chaque individu, de ne plus subir, mais de participer, de co-créer, d'agir, de ne pas attendre qu'on trouve des solutions à l'extérieur, mais d'agir pour créer le monde dans lequel on veut vivre. Et le deuxième grand phénomène, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le pouvoir de le faire, parce que grâce, justement, aux médias sociaux et grâce, justement, à la technologie, je peux faire valoir ma voix, je peux ramener des gens derrière un mouvement avec moi, et donc, je peux impacter le monde. Donc ça, cette bascule de pouvoir vers les gens, c'est la première force qui nous fait dire qu'on a besoin de réinventer notre marketing. Quand je dis ce pouvoir, c'est la capacité à lancer des mouvements mondiaux, comme MeToo, comme les marches pour la planète avec Greta. C'est la capacité des gens à faire des choses, des projets hyper ambitieux sans avoir besoin des grands business derrière eux pour le supporter. C'est un jeune homme de 18 ans qui décide avec Ocean's Cleanup de dire on va nettoyer l'océan Pacifique. Et après, à 25 ans, il est en train de trouver des solutions en ramenant des gens avec lui. Si on va dans le monde artistique, on peut devenir célèbre sans qu'une grande major, Ed Sheeran a été un des premiers exemples, mais dans le monde du rap aujourd'hui, c'est massif, sans qu'une major soit derrière vous. C'est la capacité à définir même la vérité. Aujourd'hui, on peut voir son médecin avec son propre diagnostic, ses propres traitements. On va être dans une relation d'égal à égal en disant « vous me dites ça, mais moi j'ai lu ça, etc. » Patients Like Me, par exemple, c'est une communauté en Angleterre, 250 000 patients, des millions de points de données. Et effectivement, ça vous donne un sacré pouvoir quand vous allez voir votre médecin. C'est le pouvoir de l'information, que les marques veuillent ou pas donner les informations. Il y a Yuka et les autres applications analogues. Et il y a le fameux pouvoir, ce qu'on appelle nous le syndrome TripAdvisor ou Amazon, qui est mon évaluation des produits, de mon expérience des produits avec les étoiles. Et ces étoiles, ces revues deviennent la nouvelle vérité. Et l'exemple un peu ultime du pouvoir des gens, pour moi, c'est l'exemple de ce magasin Amazon 4 Stars à New York, qu'ils ont ouvert à New York, où seuls les produits qui auront eu cette note au-dessus de 4 sera accessible aux gens. Donc là, c'est une espèce de pouvoir un peu ultime.
on voit bien que c'est bien au-delà d'une révolution marketing. Hein. Ce dont je parle, cette bascule, c'est un changement sociétal, mais ça interroge quand même, ça pose la question sur qui possède les marques aujourd'hui. Est-ce que c'est nous parce que on contrôle l'identité, c'est un atout de l'entreprise, on va innover, ou est-ce que c'est les gens qui vont décider de toute façon de bloquer le contenu, de décider un jour de dire tiens je vais regarder ton contenu, de commenter, de liker, etc. Qui possède les marques? Ça c'est la première force. Je pense que Danone est une boîte qui aime ce côté, on va écouter les grandes bascules de la société et on va décider de les embrasser. Je vais prendre deux exemples. 68, c'est évidemment une année sans précédent de protestation, pas simplement en France, mais dans le monde, dans plusieurs pays du monde, sur une nouvelle vision de la société, voilà, des nouveaux droits, etc. Et à ce moment-là, donc Antoine Riboud, qui est le fondateur de Danone, alors que, imaginez-vous à l'époque, les grands patrons étaient un peu on va dire, un peu effrayé, je ne sais pas. Mais quand vous lisez des tas de papiers, des tas d'histoires sur Antoine Riboud, ce qu'il décide de faire, c'est d'aller au contact, et d'aller dans la rue et d'écouter les ouvriers, et d'écouter notamment la jeunesse, et d'écouter c'est quoi votre désir, c'est quoi l'aspiration nouvelle. Et en 72, il délivre devant l'assemblée des patrons de l'époque un discours qui, pour nous, chez Danone, est un peu un mythe fondateur. On appelle ça le discours de Marseille, où il dit, en gros, il y a un problème, il y a une question de conscience collective, on doit prendre la responsabilité, les entreprises ont une responsabilité au-delà des usines, au-delà des bureaux. Et là, il met en place, enfin, il dessine ce qui est le cœur de notre modèle chez Danone, donc depuis ces années-là, qui est le double projet. Il n'y a pas d'ambition d'un projet économique sans progrès social. Et on ne peut pas faire du social si on ne progresse pas économique. Donc on appelle ça le double projet. Si on fait un grand saut ensuite en avant, il y a une autre révolution qui est qui est déjà, hein, pour moi, elle est arrivée depuis plusieurs années, qui est la volonté des gens de reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Parce que nous, quand je dis les gens, c'est nous aussi, parce qu'on se sent déconnecté de notre alimentation, parce que, et c'est vrai qu'il y a les grandes marques ou les entreprises ont participé à cette déconnexion, donc avec ou sans nous, les gens sont en train de se reconnecter, on appelle ça la révolution de l'alimentation. Ça veut dire quoi? C'est, encore une fois, cette aspiration à penser à votre propre relation à l'alimentation, mais vous vous reconnaîtrez, je veux plus de produits honnêtes, je veux plus de naturel, pour certains je veux plus de bio. En général, pour certains, ça va être, et tout ça se cumule, je veux plus de justice sociale dans le système alimentaire, et en gros, je sens bien qu'il est un peu cassé, je voudrais qu'il soit mieux, et je voudrais qu'il impacte mieux la santé des hommes et de la planète. Et là aussi, au lieu de résister à ça, Emmanuel Faber décide d'écouter, de dire on va embrasser cette révolution et on va l'accompagner, on va y contribuer, voilà, et de reconnaître au départ que le choix alimentaire, la consommation, l'acte d'achat devient un choix politique. En tout cas, dans ce que nous on voit autour de l'alimentaire. Un choix politique parce que consciemment ou pas, à chaque fois qu'on fait le choix, en tout cas pour ceux qui peuvent, hein, dans le monde, il y a aussi 1 milliard de gens qui ne peuvent pas choisir, mais pour ceux qui peuvent, le choix de dire tel ou tel produit ou telle marque, c'est finalement un vote pour l'agriculture que je souhaite. Il y en a qui veulent tout bio, d'autres non, le conventionnel. OGM, c'est OK pour d'autres, pas OGM. C'est la nutrition que je veux, c'est la société que je veux. Et on a encapsulé ça dans une signature, la première donc, de Danone, qui est One Planet, One Health. Ce n'est pas une signature au sens marque du terme, hein, c'est plus devenu une vision d'entreprise. D'ailleurs, ça a été mon job juste avant, mais pour dire, pas à l'extérieur, on est formidable, parce que justement, je ne sais même pas si on le sera un jour, donc on est très très clair sur le fait qu'on est en tension et qu'on est loin d'être parfait, mais c'est plus de se dire, de s'engager à l'interne et de dire, c'est un cri de ralliement, et les 100 000 personnes de Danone, voilà, on a décidé de progressivement adapter nos modes opératoires pour impacter mieux et positivement la santé des hommes et de la planète, et l'engagement à devenir une bicorp et notre engagement long terme sur ce chemin. Donc One Planet, One Health, ça veut dire en gros, il n'y a qu'une planète, qu'une santé, et surtout
que les deux sont interconnectés. Ça, c'est la deuxième grande force qui nous impose d'oser en termes de marketing, puisque ça drive l'ensemble des stratégies. La bonne nouvelle, c'est que les fondamentaux du marketing de créer de la valeur et créer des marques fortes n'a pas changé. Le vrai sujet, c'est ça, c'est que la manière dont on le fait, en tout cas, nous on le fait, on considère que c'est dépassé. Et que, en gros, et pourquoi? Parce que pousser des produits à des consommateurs, ça ne marche pas, en fait. Et ça ne marche pas parce qu'elle n'est pas une consommatrice. Je ne sais pas comment vous définissez, je ne suis pas sûre que vous vous disiez, bah voilà, dans mon identité, je suis un consommateur. Et le transfert, la bascule et le début de la transformation marketing qu'on veut faire, c'est justement ça, ne plus regarder les gens comme des consommateurs, mais une personne, un individu, avec des passions, avec des problèmes, des paradoxes. Un jour, elle va dire « je fais ci », en fait, le lendemain, elle va faire l'inverse. Première chose. Deuxième chose, elle va détecter le bidon, le faux, le BS en anglais, de très loin. Donc, il ne faut pas aller là. Et enfin, il y a un désir dingue encore une fois, hein, je veux participer. Donc ne me dis pas ce que tu es, ce que tu fais, tu es formidable, etc. Dis-moi comment je peux participer avec toi à quelque chose. Et donc dans ce monde-là, c'est aussi, on le sait, hein, il y en a des chiffres, Edelman, c'est 2/3 des gens qui déclarent en tout cas, je supporterai une marque, je choisirai une marque, je changerai de marque, je boycotterai une marque selon les valeurs ou le positionnement dans la société qu'a cette marque. Donc tout ça fait un monde où pour nous, le principal ennemi, c'est l'indifférence, vraiment. Elle s'en fout un peu. En tout cas, je parle de nous. Peut-être que vous avez des marques dont les gens vraiment... Mais je pense qu'au fond, elle s'en fout. Et donc, le risque, c'est l'indifférence. On ne l'interrompra plus avec du contenu. Voilà. Et donc, le vrai défi, c'est d'être pertinent et de rester pertinent et de rester... porteur de sens. Et en fait, on s'est dit, soit on a peur de ce pouvoir, et parce qu'effectivement, hein, un tweet, ça peut briser une marque, un seul. Si vous avez 25 millions de followers, ça peut, hein, on a des exemples partout. Ou alors vous dites, mais en fait, ce côté, si j'embrasse cette envie des gens de participer, etc., si je bosse avec eux, alors c'est un réservoir infini d'énergie et de créativité, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc la transfo marketing, on l'a encapsulé dans trois mots simples mais ultra exigeants qui sont People Powered Brands, donc vraiment faire des marques avec et pour les gens. Donc ça paraît très simple. Je vais vous donner, et pourtant c'est très exigeant, je vais vous donner trois impacts de cette vision. Il y en a beaucoup, hein, du média, plein d'autres éléments, mais là je vais en donner 3 qui, je pense, peuvent vous intéresser. Un monde dont le pouvoir a basculé et on va embrasser ce pouvoir, ça réinterroge donc le rôle de la marque. Et le premier grand élément de transformation, c'est de dire que nos marques devraient devenir un véhicule pour les gens, les communautés, de vivre et d'achever leurs propres objectifs et de vivre leurs propres valeurs. Et donc la marque devient une espèce de connecteur entre les gens de la marque, ce qu'on peut appeler les marketeurs, les innovateurs, et les gens que la marque sert. Et la manière de le faire, c'est, selon nous, c'est pas simplement d'avoir du purpose, un but sociétal, etc. C'est d'avoir ce but sociétal, cette raison d'être, comme on dit, ce qui est Manifesto Brand, c'est ça. C'est des marques qui ont une raison d'être supérieure au profit et au produit, une connexion, enfin une raison d'être partagée avec d'autres. C'est un chemin extrêmement difficile parce que si je traduis ça dans un outil marketing, voilà le template aux 2000 marketeurs de Danone, ça peut très vite devenir tiens, je vais chercher mon but dans la forêt, et puis on va voir, et puis on va demander c'est quoi qui est important pour vous, et puis je vais y aller. Ça, ce serait extrêmement dangereux parce que ça deviendrait une fois, et puis donc pas très crédible, et puis je change de marketeur et ça change. Donc c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que c'est des marques qui, avec cette raison d'être, vont s'engager sur le long terme, vont prendre un point de vue sur la société, vont devenir militantes et activistes. Le mot en anglais est un peu mais activistes sur le sujet, et vont délivrer à travers leur expérience produit ce que la révolution de l'alimentation attend. Donc et au lieu de faire une campagne, elle fera des mouvements. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un chemin et ça dépasse le marketing. Hein, c'est pour ça que ça ne peut pas être un outil et je le fais en 2 secondes. Donc notre vision, c'est qu'on veut aller vers un portefeuille complet de marques manifesto.
heureusement, on a des marques qui, bien avant ce keynote, ont montré le chemin, bien avant qu'on conceptualise le pouvoir des gens, etc., ont montré le chemin chez nous depuis des années, soit parce qu'elles sont nées comme ça, soit parce qu'elles ont, voilà, depuis 20 ans. Donc je vais vous montrer quelques exemples pour vous dire, et c'est de ces marques qu'on s'inspire, nous, pour avancer sur les autres, qu'on a dans le portefeuille. La première est un exemple d'une marque au Mexique, qui est vraiment une marque adorée des Mexicains. Enfin, c'est une des top 3, une love brand, comme on dit. C'est une marque d'eau, leader sur l'eau. C'est une eau légère, donc c'est en gros l'eau adorée par les femmes depuis 25 ans. Et donc, c'est cette proximité à cette audience féminine qui a fait que Bonafont, la marque Bonafont, parce qu'elle connaissait très bien ses communautés, depuis longtemps, a pris une position sur l'égalité des genres. Dans un pays avec vraiment des inégalités criantes, hein, que ce soit salaire, accès aux opportunités, violence sur les femmes, etc., vraiment criantes. Donc vraiment un vrai sujet de société. Et donc cette marque a pris ce point. Je vais vous montrer, je vais enlever d'autres exemples, mais c'est vrai que ça vaut peut-être le coup de détailler celui-là. Comment, et vous allez voir que c'est bien au-delà du marketing, comment cette marque, sur le long terme, enfin sur les quelques années, a pris ce sujet, hein, de cette raison d'être. Une vidéo, on va démarrer par une vidéo qui va faire monter la notoriété, enfin donc c'est en média social, avec un énorme impact, pour monter la notoriété de la problématique au Mexique. Me parece increíble que esté sucediendo esto. La impotencia. Que tiene que cambiar, ¿no? Bienvenidos a la mini ciudad, donde vamos a jugar a ser grandes. ¿Quién quiere ser piloto? Yo. Científico. A ver, levanta su mano. ¿Quién quiere ser juez? Tú no puedes ser juez, porque eres niña. Voy a tener que elegir por cada 9 niños a una sola niña. Y tú no vas a poder ser científica. Solo los niños pueden ser pilotos. Las niñas no. Señorita Zapata, por favor, venga. Le toca servir porque es mujer. ¿Se esforzaron en hacer las galletas? Sí. Aquí está su paga. Aquí está su paga, la mitad. Me parece totalmente injusto. Es un error, no está bien. ¿Qué estás diciendo? No, no es un error. Es la realidad. En nuestro país, las oportunidades de tus hijos y tus hijas están condicionadas por su género. Ça, c'est très, ça paraît, enfin, pour peut-être un Européen, c'est compréhensible, évidemment, etc. C'est très segmentant, hein, dans un pays comme le Mexique. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord aussi avec ces positions, hein. C'est assez secouant, ce type de message. Mais ce qui est intéressant avec Bonafont, c'est pas simplement qu'ils vont faire monter cette notoriété de la problématique de prise de conscience, mais c'est aussi qu'ils vont dire... On va faire, et là c'est depuis 13 ans, ils font la plus grande course au monde de femmes. Il y a 68 000 femmes au Mexique qui ont couru cette année pour soulever des fonds, pour investir dans le développement économique des femmes. Ils ont utilisé des références qu'on appelle des références manifestos pour les profits reversés aussi à des fonds. Ils utilisent certains de leur packaging aussi pour porter des statistiques et encore une fois secouer. Et ce qui est intéressant, et tout ça depuis 13 ans, là c'était il y a 2 ans, le partenariat c'était il y a 2 ans, donc en gros c'est une histoire de 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste je fais à l'externe des choses pour les femmes, la question s'est vite posée, mais qu'est-ce que vous faites à l'interne? Donc la boîte elle-même, l'entreprise s'est engagée
augmenter le nombre de positions pour les femmes, et un truc intéressant pour à 40%, et aussi d'embarquer d'autres entreprises. Quand on touche à la marque, quand on pense à la marque Manifesto, c'est pas un sujet qu'on fait seul, encore une fois. On ne peut impacter la société qu'avec d'autres, donc d'autres entreprises, des partenaires, des distributeurs, etc. Si je prends quelques exemples sur la France, Blédina est sur une raison d'être très intéressante et motivante pour les parents, qui est vraiment et importante, je pense, pour la société, qui est comment on sert le vrai manger à travers les jeunes enfants. Donc ils ont pris un grand combat qui est le bio, en supportant les fermiers français les éleveurs français pour cette transition vers le bio qui, vous le savez, prend du temps, demande de l'investissement, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils l'ont fait aussi, là aussi, en faisant participer, avec un partenaire comme Mimosa, donc plateforme participative, et en tant qu'individu, citoyen, consommateur ou pas de Blédina, je peux décider de mettre 1 €, Blédina remet, et je choisis les projets qui me paraissent intéressants, et je suis ces projets. Donc là encore, le message, c'est pas simplement une petite phrase où on dit bah voilà, le vrai manger, ou voilà, l'égalité, ou c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi vous prenez ça? Est-ce que c'est important? Est-ce que vous avez la crédibilité d'y aller? Est-ce que c'est important pour la société dans laquelle la marque est, et donc vos communautés? Mais c'est surtout comment on agit derrière. Vous voyez, là, il n'y a pas de notion de... Désolé, hein, mais il n'y a pas de notion publicitaire ici. Il y a une notion plus de comment j'agis. Évidemment, après, on a besoin de contenu pour partager ça. Mais qu'est-ce que je fais? Donc, ça va être évidemment de l'innovation, ça va être de la transparence, parce que si vous allez dans ce chemin-là, évidemment, la transparence fait partie du chemin. Donc, c'est d'ouvrir, là, c'est la cueillette des curieux, d'ouvrir là où on a les légumes. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et là aussi, une transformation interne, parce qu'ils sont donc maintenant certifiés Bicorp, donc avec des critères très durs, environnementaux, sociétaux, etc., dans tout ce que cette entreprise Blédina fait dans la région lyonnaise. Donc ça, c'est un bel exemple, parce que là aussi, ça fait longtemps. Evian, vous connaissez la plateforme sans doute d'Evian, donc Live Young, qui s'applique très largement et holistiquement à la planète et à la santé des hommes. Evian est sur ce chemin-là. Je ne dis pas qu'Evian est aujourd'hui une Manifesto-brand, mais c'est vraiment une marque qui est en train d'agir pour devenir une Manifesto-brand, qui s'engage évidemment sur son mode opératoire et ses packaging, pour devenir complètement circulaire, mais au-delà de ça, qui, pour atteindre cet objectif, innove et tente des choses. Parfois c'est petit, parfois sans doute certaines s'arrêteront, mais d'autres vont grandir. Et ça encore, on ne le fait pas tout seul. Là, c'est Virgile Abloh qui aide à créer des objets que les gens aussi, non seulement sont durables, mais les gens ont envie d'essayer de chez eux. Et ça va du recyclage, enfin d'introduire du RPET dans les bouteilles à des gourdes, à des systèmes d'hydratation à domicile qui sont en train d'être testés aujourd'hui, à changer et participer au changement des comportements des gens. Donc là aussi, vous voyez, c'est une somme d'actions qui conduit... Les deux vaches, c'est un sujet, c'est une marque que j'adore, parce que je pense que c'est même sûr, les deux vaches sont nées d'abord sur leur raison d'être. Donc en anglais, on dirait qu'ils sont purpose native. Avant de dire je vais lancer un produit, c'était un groupe de gens que je connais, vraiment une poignée de gens, et qui étaient vraiment choqués de voir qu'on produisait du lait bio, et que des éleveurs produisaient du lait bio, qui ne trouvaient pas de débouchés, et que donc ils étaient obligés de vendre au prix conventionnel, et que donc ils perdaient de l'argent. Donc ils ont développé cette marque avec cette idée de on va développer la consommation du bio en France. Et donc, on va promouvoir parce qu'ils étaient convaincus de ça. Donc, c'est vraiment une notion de passion, de conviction. Et depuis, cette marque, évidemment, elle a grandi, elle a innové, etc. Toujours avec beaucoup d'humour. Et toujours dans cette idée de... ils se prennent pas... vraiment, vous rencontrez les gens, ils se prennent pas au sérieux. Ils sont vraiment très contact. Le bivouac gourmand, ils vont partout. Ils rencontrent des citoyens. Et ils essaient de dire comment on fait plus de bio en France. Donc, c'est ça, cet esprit de... Une marque plus récente, Light & Free en France, a décidé, est partie sur cette idée, étant une marque d'allégé, on va casser les conventions. Enfin, on est une marque qui est
exaspérer des conventions sociétales et négatives. Et juste là, le oser, un exemple, c'est de dire, encore une fois, on ne peut pas faire ça tout seul, donc ils bossent, ils ouvrent les portes de la marque à Coucou Suzette, et donc derrière, il y a une créatrice et qui est non conventionnelle, qui casse les tabous de la représentation, etc. Et voilà, et donc c'est aussi une autre manière de travailler. On ne peut pas faire ça tout seul, on ne peut pas inventer tout seul. Là, ils sont au début de ce chemin. Donc, premier axe de la transfo, quand on voit le monde people, enfin la bascule du monde, et qu'on veut embrasser cette bascule du monde et du pouvoir des gens, c'est ces marques manifesto. Et c'est un chemin. La deuxième, c'est de dire, l'idée c'est de créer des mouvements et d'inviter à participer. On en a vu quelques exemples là. Un exemple France l'année dernière, c'est le Danone Act, en disant, pour l'agriculture régénératrice en France, toutes les marques de Danone, vous pouvez les marques de Danone ont donné tout leur chiffre d'affaires, hein, pas le profit, le chiffre d'affaires de toute une journée au projet d'agriculture régénératrice. Mais là encore, l'idée, c'est de dire, il y avait donc des gens de Danone qui étaient sur le terrain, mais aussi des éleveurs, et des échanges, et beaucoup d'échanges assez intenses avec les gens dans les magasins, pour expliquer pourquoi et comment on pouvait participer. Cette année, ils ont fait un partenariat, on a fait un partenariat avec Auchan, et les gens peuvent carrément dire, voilà, moi, ce qui me paraît le plus important dans tous ces sujets. Donc là, je sais pas, c'est plus qu'une campagne, c'est ce qu'on appelle un mouvement. Et la dernière partie, je vais conclure là-dessus sur la transfo, hein, donc marketing qu'on a démarré. Et c'est peut-être la partie la plus complexe, et c'est sans doute, moi je trouve que c'est la plus fascinante, c'est la partie humaine. C'est-à-dire on ne peut pas rêver ou dire qu'on veut créer des relations dans ce monde de conversation, des relations vraies avec les gens, avec vos communautés, avec vos tribus, etc. Si soi-même, on n'est pas complètement porteur de la raison d'être de la marque, si on n'y croit pas vraiment. En fait, l'idée, c'est qu'on ne devient pas authentique. Hein. On l'est ou on ne l'est pas. Et on l'est sur certains sujets, on ne l'est pas sur d'autres. Donc ça va jusqu'à dire, mais si tu ne crois pas à ce que veut faire cette marque, il ne faut pas bosser là-dessus. Il faut aller sur une marque que tu portes. Donc l'idée, c'est quelque chose que j'essaie de faire, c'est d'ouvrir un espace à quel que soit le mot, marketeur, innovateur, community manager, digital, etc., d'ouvrir un espace pour qu'ils viennent avec leurs propres convictions, intuitions, valeurs dans les marques. Et ça ne veut pas dire que c'est embrasser d'autant plus le monde de la donnée. Hein. La donnée est une formidable opportunité de connaître et d'être pertinent. Mais c'est d'apporter qui on est dans ce qu'on fait. Sinon, je ne vois pas comment... l'ère de la glace sans teint, je demande à quelqu'un, est complètement révolue. Je pense que l'ère du marketing robotique est vraiment révolue. Et d'ailleurs, moi, je pense que les marketeurs qui osent sont les meilleurs marketeurs, et que si les entreprises ne leur laissent pas cet espace, ils iront le faire ailleurs. Donc, c'est une condition, selon moi. Donc, voilà. Donc, pour conclure, c'est vraiment cette fin du côté robotique, et peut-être de ce côté business to B2C, business to consumers marketing, à une ère qui est beaucoup plus, je pense, et accompagnée, permise par la data, permise par les réseaux sociaux, permise par la tech, plus humaine. Et donc une ère de la conversation de vrais gens à vrais gens. Et c'est peut-être ça, au fond, oser, c'est de ramener de l'humain dans la marque et dans le marketing, et ça suppose une entreprise. Ça dépasse le marketing, ça suppose l'engagement de toute une entreprise. Voilà, merci.